Le film vient de se terminer, la lumière se rallume, et tout s'éclaire. Bienvenue dans Fin de Bobine, le podcast cinéma qui parle de cinéma avec du cinéma dans les salles de cinéma. Ah là là, le festival de Cannes arrive. Ne l'entendez-vous pas ? N'entendez-vous pas ces grands bourgeois rôter leur indigence dans le champagne et la cocaïne, derrière le strass et les paillettes ? N'entendez-vous pas ce monde qui récompense des films importants pour leurs gestes politiques forts, mais surtout quand c'est loin et que ça n'entache pas le prestige de notre bonne nation française ? N'entendez-vous pas ce monde qui se félicite de faire vivre l'animation, mais ne met aucun film dans la compétition officielle, parce que voyons, là-bas, c'est l'endroit où on voit les films sérieux ? N'entendez-vous pas le bruit turbinant de tous ces jets qui passent au-dessus de la croisette, tous ces influenceurs qui se pointent sur le tapis rouge pour les photos et ne restent même pas pour le film ? Si vous les entendez, c'est que vous habitez Cannes, ou alors que vous avez une très bonne ouïe. Mais pas d'inquiétude, les boules qui ne seront offerts qu'à ceux possédant l'accréditation Or Smaquet Intégral Deluxe Premium Platinum Extra Large Supplément Raclette, donc détendez-vous, ça va bien se passer. Si vous allez à Cannes en tout cas, faites attention, pas trop de McDo, ne dépassez pas les 4 films par jour, et ne restez pas seul dans le palais des festivals avec un vieux producteur qui veut vous montrer son yacht. Pour les autres, qui restent chez eux et ne peuvent profiter de cet environnement, Fin de Bobine essayera de vous faire vivre ce festival de loin, avec délectation et mauvaise foi. Bon festival à tous et toutes. Qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine alors, dans cette semaine creuse avant les grosses sorties cannoises ? Pas grand-chose, mais au moins il y a un peu de divertissement décérébré. Mortal Kombat revient avec sa suite, 5 ans bordel de merde après le premier. On retrouve une fille qui cherche son ami dans les Canaries avec Mia Mort, des messieurs en recherche de bagarre et de déminage avec The Criminals, et une famille toute mimi avec C'est quoi l'amour ? Mais d'abord, les actualités. Bienvenue dans notre rubrique Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma ? Jingle. Nous sommes à la recherche du même homme. J'écoute. Le professeur von Zimmel. J'écoute. Allons droit au but. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad ? J'écoute. Évidemment, je vous parlais la semaine dernière de la publication du fameux rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public, mais à l'époque, on ne savait pas encore ce qu'il contenait précisément. Je vous propose donc un petit florilège rapide pour que vous compreniez bien ce qui se joue et en quoi ce rapport ne sert qu'à affaiblir le service public de l'audiovisuel pour justifier sa privatisation en 2027 si le RN arrive au pouvoir. En premier lieu, dites au revoir aux jeux télévisés sur le service public. À l'oncle prévoit des économies de 75% sur cette part. L'objectif total est de faire des économies d'1 milliard sur les dépenses allouées pour le service public de l'audiovisuel. Donc Fort Boyard, N'oubliez pas les paroles, Tout le monde veut prendre sa place ou encore Slam vont être obligés de repenser leur modèle économique autrement, puisque si on leur retire les 3/4 de leur budget initial, ça veut dire moins de place, moins d'emplois et moins de temps disponible. Autre idée brillante de notre poulain, supprimer France 4 et fusionner France 2 et France 5, qui devraient donc se répartir la grille horaire, ce qui fragiliserait encore plus un écosystème déjà saturé de programmes, tous assez peu en capacité d'être supprimés ou dispensables. À l'oncle compte également supprimer l'offre numérique Slash dédiée aux 18-30 ans, dont, je le cite, les contenus militants sont incompatibles avec les missions du service public. Il reproche à cette offre de faire la promotion de la, je le cite une nouvelle fois, pornographie transsexuelle, tout simplement parce que l'offre avait mis en avant, c'est vrai, en 2020, le travail de nu d'un photographe expérimental, dont les ventes des photos ont été reversées au comité Justice pour Adama Traoré. Et dernier clou dans le cercueil des propositions de notre génie, il propose de changer le mode de désignation des dirigeants du service public pour qu'ils soient tous, sans exception, nommés par le président de la République. Sachez, pour votre gouverne, et pour la petite histoire, qu'on n'a plus fait ça depuis 1975, l'époque de l'ORTF et de l'information télévisée contrôlée intégralement par l'État. Avec ce rapport, à l'oncle nous présente sa vision de l'audiovisuel public. Ça doit être un service soumis aux desiderata de l'ordre en place, qui ne doit surtout pas soutenir de causes progressistes et qui doit conserver tous les intérêts des normes traditionnelles établies. Ouais. Écoutez, je vous laisse en description du podcast l'article de Mediapart qui revient sur tous les problèmes de ce rapport et en quoi il est dangereux à la fois pour la démocratie et pour le service public, notamment si le RN venait à arriver au pouvoir en 2027. C'est un papier vraiment passionnant, notamment parce que, effectivement, à l'oncle cite plusieurs fois des choses à changer, des choses assez consensuelles qu'il faudrait changer dans le service public. Voilà, je vous le laisse à disposition, c'est dans la description. Autre news, on va reparler de l'Odyssée également, mais cette fois-ci de la version de Christopher Nolan, dont la bande-annonce, très attendue, fait légèrement douter les aficionados. Notamment une déclaration du réalisateur qui fait hérisser un peu les poils des connaisseurs de l'œuvre originale. Il aurait déclaré que l'Odyssée a les super-héros originaux et qu'Homer c'était le Marvel de son temps.
Bon, il y a effectivement rien qui va dans cette déclaration. Tout le principe de l'Odyssée, et en général des récits mythologiques, c'est que ce sont des récits profondément allégoriques, qui cherchent pas moins à raconter une grande histoire épique qu'à construire un sens sur une identité culturelle et à créer un sentiment d'appartenance à une grande histoire commune. Bah oui, parce que c'était pas des histoires écrites, c'était narré de génération en génération pour les imprimer dans l'imaginaire commun. Il y aurait même des recherches très sérieuses, comme quoi Homère n'aurait jamais vraiment existé, et qui serait qu'un prête-nom, une figure de conteur à travers les âges pour perpétuer un héritage de contes et de légendes. Pas vraiment comparable à du Marvel donc, hein, et ça témoigne peut-être de la bêtise de Nolan dans son processus d'adaptation. Il ne garde de l'Odyssée que son caractère épique, grandiose et magnifique, jamais ses enseignements culturels, ni ses représentations religieuses. Quand on l'a déjà entendu dire qu'il n'adaptait pas un récit épique, mais le récit épique par définition, on serait un petit peu en droit de lui demander s'il a lu concrètement le poème original ou s'il a fait que lire un résumé simplifié sur Wikipédia. On verra bien quand le film sortira, mais pour l'instant, la bande-annonce me convainc pas des masses et j'ai peur de la grosse plantade pour un réalisateur qui se sent plus pissé après avoir enfin reçu la gratification de ses pairs pour Oppenheimer aux Oscars. On en parlera dans 2 mois. En attendant, je propose qu'on lise un petit peu le poème et qu'on se tient prêt à une éventuelle désauce. On attend tous l'Odyssée comme étant le grand chef-d'œuvre de Christopher Nolan. Faut peut-être commencer à se calmer, il est peut-être pas si intelligent qu'il en a l'air. Bon, maintenant les actualités, c'est fini, il est temps de passer aux sorties de la semaine, et cette semaine, c'est petit programme parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. 5 ans, bordel de merde, après le premier film, sorti en pleine crise Covid directement en streaming pour la France, et après un teasing bien agressif qui nous faisait miroiter le fameux tournoi pour la protection de la Terre, Mortal Kombat 2 ramène tous les personnages du film précédent, plus les petits nouveaux Johnny Cage et Kitana, pour enfin mener le combat face à Shao Kahn, le vilain pas beau qui veut prendre le contrôle de la Terre. Baston, fatality et répliques balourdes sont de sortie, est-ce que cette suite s'en sort avec les honneurs ? Johnny would definitely die. Mortal Kombat 2 de Simon McCoy avec Lewis Stan, Karl Urban et Jessica McNamee entre autres. Alors, il faut que je révèle un truc, c'est que j'aime bien les jeux Mortal Kombat. D'ailleurs, j'ai toujours été un plus grand joueur de Mortal Kombat que de Street Fighter, pour une raison ultra simple, j'aime quand ça pète des rotules et qu'on voit des rotules se péter. Bien sûr, l'ultra-violence de ces jeux a toujours été un argument de vente, mais j'ai toujours préféré le too much, le gore si outrancièrement débile qu'il en devient franchement drôle, que la baston un peu trop timorée d'un Street Fighter. Et puis, arracher le crâne du perdant pour le trancher en deux avant de mordre dans son cerveau, c'est tout de suite plus fun et ça crée du lien entre amis. Si, je vous jure. Enfin bref, j'aime bien les jeux, mais certainement pas pour le scénario, je mets des guillemets, absolument gaguesque et nanardeux, à base de tournois qu'il faut gagner 10 fois pour prendre le contrôle d'un royaume, de résurrection de personnages en zombies, de reboot tous les 2 épisodes parce qu'on n'a aucune idée d'où aller. Et c'est la première qualité de Mortal Kombat 2, il sait que son scénario est débile et qu'il faut rusher toutes les scènes de discussion parce que, vite, faut de la bagarre, les gens ils sont là pour ça. Donc on fait pas de développement de personnages, ça on s'en branle, on a juste une galerie de stéréotypes qu'on peut s'amuser à éparpiller façon puzzle sur le mur. Là où dans le premier, le nombre de bastons se comptait un peu sur les doigts d'une main, là, après une introduction un peu lourdasse sur le personnage de Johnny Cage, on va enchaîner les bagarres, on va enchaîner le festival d'hémoglobine, on va enchaîner sans réel temps mort. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, on n'a pas ce moment, vous savez qu'on a dans 90% des blockbusters d'action, où d'accord il y a de la bagarre, mais quand même il faut un petit moment où on va juste s'asseoir autour d'un barbecue et on va se raconter nos vies et on va se raconter nos traumas parce que vraiment faut qu'on développe nos personnages. Non, ça, le film, il s'en fout. Et pour le coup, je vais dire la vérité, je boude vraiment pas mon plaisir devant cette suite parce qu'elle réussit l'exploit d'être peut-être l'une des adaptations de jeux vidéo qui comprend le mieux la méthode pour faire correspondre des mécaniques purement vidéoludiques à la dramaturgie cinématographique. Je vais citer un exemple concret pour que vous compreniez. Vous savez, dans Mortal Kombat, quand on bat un ennemi, avant d'entrer dans le menu de victoire, on arrive dans la phase Finish Him. C'est une phase où on doit réussir une combinaison de touches pour activer la Fatality, c'est-à-dire notre méthode d'exécution. Si on réussit cette phase, alors on peut décapiter, trancher la gorge ou juste exploser les tripes de son adversaire. Mais si on réussit pas, le combat est terminé, on remporte la victoire, mais notre adversaire ne fait que s'écrouler au sol.
Et bah croyez-le ou non, Mortal Kombat 2 adapte dans une scène cette mécanique, sauf qu'au lieu d'être un banal clin d'œil jeté au visage du spectateur, elle s'inscrit dans une logique dramaturgique, ultra classique évidemment, mais elle est parfaitement cohérente dans la trajectoire du combat. C'est ça la démarche à suivre dans une adaptation de jeu vidéo. Qu'il y ait de la citation, c'est une évidence et ce serait stupide de demander à ce qu'il n'y en ait pas, mais qu'il y ait de la citation imbriquée dans un dispositif de narration ou de mise en scène, c'est plus rare. Et la plupart des références du film sont pensées comme ça, donc je vais bien évidemment pas bouder mon plaisir devant ça. Bon, maintenant le reste, parce que oui, il y a de la baston, mais est-ce qu'elle est correcte ? Oui, parce que pour le coup, les bastons sont assez lisibles, la caméra se permet de faire durer l'action en ne surcutant pas tout le temps, et la diversité des coups des personnages permet de faire des trucs assez canons, notamment dans tout un décor qui passe de bleu au rouge dans le même combat. Et d'ailleurs, les décors sont nettement plus nombreux et utilisés que dans le précédent. Là, on se sert de la verticalité, des éléments extérieurs, et c'est toujours assez réjouissant de voir des fights où on se sert de plein d'éléments de décor pour se les balancer au visage. Mais ça pourrait être encore plus méchant et délirant que ça. Globalement, ça reste quand même des gens qui se mettent des bourre-pifs dans la poire, et au vu de la galerie parfois nanardeuse de coups spéciaux que les personnages peuvent s'envoyer au visage, ça reste quand même assez sage, c'est une production de studio, on va pas avoir un grand truc camp, purement assumé, où ça va partir dans tous les sens. Non, ça reste assez sage, c'est pas comme le film Mortal Kombat Annihilation qui était sorti à l'époque, qui est absolument épouvantable, mais qui par sa laideur apportait un vrai côté kitsch et dégueulasse assumé qui était pour le coup assez réjouissant. Alors oui, autre problème quand même, certains décors numériques sont hideux as fuck. Les scènes d'extérieur du temple de Raiden, j'avais mal aux yeux, le détourage il est dégueulasse. En fait, il y a toujours l'impression que c'est filmé en contre-jour, donc la lumière elle bave sur les personnages, et donc l'artificialité elle nous pète au visage, tu sens le fond vert à des kilomètres. Et en fait, tout ça c'est très classique dans sa forme. Mais franchement, vu ce qu'il y a en salle cette semaine, et surtout en sachant que Cannes arrive et que les sujets lourds vont commencer à abreuver les cinémas, on devrait pas trop bouder son plaisir devant un truc décérébré, certes, mais honnête dans son exécution, qui multiplie les bagarres et les clins d'œil pas trop racoleurs pour un divertissement très honorable. Si vous considérez en tout cas que le divertissement c'est vous faire oublier votre propre mort pendant 2 heures, bah foncez, franchement, ce serait bête de passer un mauvais moment et de se priver d'un truc comme ça. Bref, c'était Mortal Kombat 2 de Simon McCoy avec Lewis Tran, Karl Urban et Jessica McNamee. Est-ce que tout ce climat de violence ne vous donnerait pas envie de repartir un petit peu en vacances ? C'est le cas de Romy et de Chloé qui se rendent aux Canaries pour la détente et pour que Romy puisse mixer dans une soirée techno. Le lendemain, Chloé a disparu, sans laisser de traces. Aidée d'un Benoît Magimel aux cheveux gras, Romy va se lancer à la recherche de son amie. Somebody tried to get into my room last night. Mis à mort de Guillaume Niclou avec Pomme Clémentieff et Benoît Magimel. Et tout de suite, une question pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Guillaume Niclou, c'est fascinant, parce que c'est un réalisateur qui s'arrête jamais vraiment. Il enchaîne un peu les projets, il s'essaye à tout, et on peut lui enlever ça, c'est un mec qui est versatile. Genre, l'année dernière, il nous a quand même fait coup sur coup le biopic sur Sarah Bernhardt, et un film trop chelou sur un concours de sosie de Michel Houellebecq qui avait l'air d'être fait sous LSD avec Blanche Gardin, mais maintenant, il veut aller vers le thriller psychologique. Bon, on va évacuer le problème majeur du film, c'est que tout le monde, et je dis bien tout le monde, joue comme une patate. Il n'y a pas une réplique qui sonne juste. Pomme Clémentieff, on dirait qu'elle a gardé son personnage de Mission Impossible, où parfois elle dit des trucs en français et le reste du temps elle dit rien, mais on comprend rien à ce qu'elle dit. Magimel, il est dans son RP Clodo, donc il fournit littéralement rien. On dirait qu'il est là pour le chèque et qu'il est venu sur le plateau défroqué juste parce qu'il avait la flemme de faire quoi que ce soit pour le rôle. Niveau psychologique, franchement, la caméra de Niclou, elle est toujours dans de la sursignifiance permanente, elle nous laisse jamais la possibilité d'observer des personnages troubles. Non, elle pose ses grosses burnes sur la table pour nous dire « Oh, tu le vois, lui, il est dérangeant. Oh, elle est un petit peu malaisante. Oh, il n'y a rien d'indicible. » La caméra, elle nous met tout dans la gueule en permanence. Et quand c'est pas la caméra, c'est la photo qui part dans un délire de saturation de couleurs permanente. Donc, quand on se sent pas bien, tout sera très rouge. Si jamais on veut faire du malaise, tout sera très bleu. Et pour le reste, on met tout en jaune pisse. C'est souvent ultra laid. Ça crée aucune forme de malaise parce que c'est en sur-régime tout le temps. Et puis,
quand on pourrait ressentir un petit peu de tension, c'est flingué par la musique, qui met de la dubstep et de la techno en boucle dans chacune des scènes. La musique, elle est là, on laisse pas la tension s'installer. Un exemple tout con, il y a une scène à un moment donné de filature entre Romy et un personnage tiers. Ça dure pas très longtemps, et la scène pourrait presque marcher si la musique fermait juste sa gueule. En fait, c'est un personnage qui en suit un autre dans la rue. J'ai pas besoin de dubstep pour comprendre les enjeux de la tension. Et tout est comme ça. Les relations entre les personnages sont surappuyées à chaque fois. L'intro, c'est vraiment 20 minutes de « Oh là là, je suis trop contente que tu sois là. Oh, allons tous au jacuzzi, on va tous être super copines. » C'est grossier, c'est nul. Et les répliques sont indigentes au possible. La représentation des Canaries aussi, faut en parler, parce que bon, c'est vraiment filmé comme le Mexique dans les films de trafic. C'est sale, les gens ils sont bizarres, la police elle est nulle. On est vraiment dans une représentation douteuse et assez contemptrice. Finalement, on est dans du Emilia Perestière. Voilà, si vous avez l'idée, vous aurez. Bref, Mis à mort, c'est vraiment naze, c'est surappuyé, c'est lourd, et franchement, je pense qu'on peut rien en tirer de particulier, ça comprend pas grand chose au sujet, ni au genre, et parfois ça atteint des niveaux de gêne, notamment une histoire d'amour et de maman, parce que c'est à la fois horriblement daté, et surtout particulièrement bête. Voilà, Mis à mort, c'est un film qui est bête. À tous les niveaux, c'est un film qui n'a rien compris, qui a été produit à la va-vite avec des gens qui ne croyaient, je pense, vraiment pas au projet. Ouais, bref, n'allez pas voir Mis à mort de Guillaume Niclou avec Pomme Clémentieff et Benoît Magimel, ça ne vaut pas le coup. Allez voir autre chose ou attendez qu'il y ait des bonnes sorties qui sortent pour Cannes, parce que vraiment, on souffle fort. T'es tellement une bombe que j'aurais envie de te désamorcer. C'est en tout cas la phrase que pourrait prononcer le major Will Trunter lorsqu'il est appelé pour déminer une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, découverte sur un chantier en plein cœur de Londres. Tout se passe bien, jusqu'à ce que des braqueurs de banque viennent compliquer la partie. So, boys, got the stench to prove it. C'est mieux. What did you think was gonna happen? The Criminals de David Mackenzie avec notamment Aaron Taylor Johnson. Bon, on va pas avoir 18 000 trucs à dire dessus, c'est une série B thriller plutôt correctement menée, notamment par la nervosité de sa caméra. Il y a un plaisir indéniable de voir cette caméra dans les rues de Londres intégralement vide, c'est soigné et ça a surtout une bonne idée, c'est de faire une sorte de récit choral entre tous les personnages présents lors du désamorçage de la bombe. Un coup on suit les braqueurs, l'autre les policiers, un autre les militaires ou encore une famille d'immigrés arabes et ces lignes vont se recouper bien malgré elles à différents endroits. Le film se divise en deux parties sans trop vraiment spoiler, et la première partie est assez parfaitement menée, notamment parce qu'on a, avec le rythme du montage, la peur de l'explosion de la bombe, et que très naturellement, la multiplicité des points de vue fait que la tension va naître très naturellement de toutes les actions qui sont en train de se passer en même temps dans cette ville. La deuxième partie, elle s'en éloigne un peu pour proposer un revirement un peu attendu, quand on commence à voir vers où les lignes vont nous mener, mais assez cohérent avec les prémices qui nous ont été posées. Ce que j'ai assez aimé, c'est qu'on est face à un film qui assume des caractérisations très grossières au début et qui en joue assez intelligemment pour les renverser. Le personnage d'Aaron Taylor Johnson, par exemple, il est caractérisé par un truc, il aime tirer au fusil de sniper. C'est tout, il incarne le militaire droit et gros bras, il n'y aura rien d'autre pour le caractériser, c'est la seule scène où on le verra faire autre chose que du déminage. Et petit à petit, ce schéma de caractérisation très classique va basculer vers quelque chose d'autre, quelque chose de moins attendu, et ça, c'est assez rafraîchissant. Alors clairement, on n'avait pas besoin de cet épilogue très grossier qui en remet une couche pour bien qu'on comprenne ce qui se passe, pour qu'on voit à quel point on a été peut-être un petit peu dupé parce qu'il y a un petit twist qui arrive. Mais globalement, franchement, si vous voulez passer 1h30 assez sympathique, je vous en prie, faites-vous plaisir, on est vraiment sur une semaine de creux là, donc allez-y, vraiment, si vous avez une UGC illimitée ou un pâté passe, franchement vous emmerderez pas, donc à partir de là, allez voir The Criminals de David Mackenzie avec Aaron Taylor Johnson notamment. Bon, Marguerite et Fred sont séparés depuis 20 ans. Le jour où Fred revient voir Marguerite pour lui demander de témoigner auprès de l'autorité ecclésiastique pour faire annuler leur mariage de l'époque afin qu'ils puissent se remarier à nouveau, les sentiments commencent à renaître et les liens familiaux réapparaissent. Et quand on s'est séparés comme ça.
pas savoir ce que ça me fait là. D'être ici comme ça avec lui. Ça me remue un peu, quoi. Tout ça. C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard avec Laure Calamy, Vincent Macaigne et Mélanie Thierry? Alors, franchement, je suis bien embêté par ce film parce que j'ai vraiment rien à en dire. C'est très particulier parce que j'étais parti à la base pour prendre des notes, pour progressivement lancer une argumentation éclairée, positive. Mais là, je suis arrivé dans une situation où je n'ai plus de notes, où je ne sais vraiment pas quoi dire sur le film. Globalement, c'est une comédie très sympathique. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, après, si on voulait commencer à analyser à peu près, on pourrait parler de la représentation de la famille, on pourrait parler des désaccords générationnels qu'il y a entre le personnage de Laure Calamy et sa fille, mais tout ça, en réalité, me semble assez, je vais pas dire grossier, mais faible dans son déroulé, parce que je considère pas, par exemple, que les désaccords générationnels, le manque d'autorité qu'a Laure Calamy sur sa fille qui veut, elle, être avec son petit copain tout le temps, vivre son amour H24, me semble être particulièrement bien traité. Je trouve pas, par exemple, que la jeune fille a des dialogues particulièrement ancrés, ni socialement, ni dans un réalisme quelconque. Ce sont des caricatures. C'est un petit peu une caricature, cette gamine, tout comme tous les personnages du film sont un peu une caricature, et j'ai pas de problème avec ça, et je trouve globalement que le film est plutôt bien mené dans sa forme. Ouais, je trouve que globalement tout le casting s'en sort à peu près bien, sauf peut-être Céleste Brunkiel qui a l'air d'être en sous-régime un petit peu, mais Vincent Macaigne et Laure Calamy surtout s'en sortent vraiment très très bien, et ce sont des personnages qu'on prend toujours plaisir à suivre. Vincent Macaigne, dès qu'il est à l'écran, moi, il peut m'attraper et ça me suffit. Voilà, des années et des années à l'étudier au bac font qu'on le voit partout. Mais voilà, en fait, juste, je n'ai rien à dire dessus. C'est une comédie qui n'a pas vraiment d'idée de mise en scène, mais qui est pas non plus ultra formaté TF1, ça a pas non plus une recherche esthétique grandiose, mais ça n'a pas non plus aucune idée. Ouais, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, parce que je pense que c'est un film qui se vit en tant que feel good et en tant que comédie, et ça marche, il y a plusieurs moments qui sont assez drôles, les personnages sont très attachants, et globalement, on s'ennuie pas devant le film, c'est vraiment pas un film où je me suis ennuyé, mais là, vous voyez, je l'ai vu hier, je commence déjà à l'oublier. J'ai vraiment aucun souvenir et je pense pas que c'est un film qui va marquer globalement vos esprits. Sauf si vous voulez, encore une fois, une comédie feel good. Cette semaine, mon défi avec cette semaine, c'est de vous donner envie d'aller voir des films où globalement, on sait tous qu'ils sont pas très très bien, mais on sait juste que c'est pour passer le temps parce qu'on a vraiment rien à se mettre sous la dent. Bah, c'était mon enjeu ici, et de fait, en voyant tout ce qui vient de sortir là, C'est quoi l'amour me semble être une proposition tout à fait de choix pour passer un bon moment. Mais j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin que ça, et encore une fois, si vous voulez aller au cinéma cette semaine, bah allez voir des trucs comme ça. Mais je n'ai pas dit que vous commenciez à les apprécier, voire que vous les oubliez pas instantanément. Je vous laisse prendre le risque. Si ça se trouve, j'étais dans une salle pas mal bondée et les gens riaient beaucoup. Donc je pense que ça peut toucher des gens et vraiment les emporter, et vous allez passer un super moment. Moi, franchement, bon, bah là voilà, j'ai aucune note pour parler de C'est quoi l'amour parce que j'ai vraiment rien à en dire de particulier. C'est sympa, mais sans plus, quoi. Voilà. C'est très défaitiste, je viens de me rendre compte que c'est ultra défaitiste comme façon de présenter la chose, mais vraiment je vois pas trop comment présenter ça autrement. C'est un film sympa, sans plus. Voilà, c'était C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard avec Laure Calamy, Vincent Macaigne et Mélanie Thierry. Bon, là vous savez ce qui se passe en principe, c'est l'heure de la chronique autre chose, c'est l'heure de parler d'autre chose que du cinéma. Jingle! S'il te plaît, passe à autre chose. Ok. Aujourd'hui dans la rubrique autre chose, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai fini il y a un petit temps déjà, mais qui je pense fait toujours partie de l'actualité, et qu'il faudrait remettre au devant de la scène, notamment au vu de ce qui se passe politiquement dans le pays. C'est un livre qui s'appelle « Les derniers jours du Parti socialiste » d'Aurélien Bélanger. Globalement, c'est un livre qui va parler du printemps républicain. Vous savez, cette fange du Parti socialiste qui s'est petit à petit radicalisée vers l'extrême centre, comme on aime à l'appeler. Vous savez, cette partie du débat politique qui consiste à ne surtout pas aimer les musulmans, mais à clamer la laïcité partout, tout le temps, à considérer que l'islam serait incompatible avec les principes de la République, pour ne pas cacher un racisme et une islamophobie très latente.
Et c'est un livre vraiment passionnant parce qu'il prend un objectif de parodie, donc évidemment il faut avoir certaines des références, ça va citer notamment de manière très implicite, mais on va parler de Michel Onfray, on va parler de Raphaël Enthoven, on va parler de tous ces gens qui petit à petit se sont fait une place dans le débat public en vomissant des idées et en se croyant très légitimes de par un bagage culturel et social absolument délirant. Globalement, c'est un bouquin vraiment passionnant, notamment parce qu'il parle d'un glissement qui s'opère très naturellement chez des gens de centre-gauche notamment, qui ne vont jamais parler de classe dans leur discours, jamais parler de lutte des classes, qui vont parler de toute autre chose, qui vont parler de république, de démocratie, de laïcité, qui sont des thèmes tout à fait valides, mais sans jamais les remettre en question par le biais d'une perception de gauche, à savoir une perception de classe. Ce qui fait que du coup, le glissement vers la droite et parfois vers l'extrême droite est clair et net. Donc voilà, c'est un bouquin très sympa, je vous le conseille très vivement. Après, il faut être un petit peu calé en politique et en sciences politiques pour comprendre un petit peu qui sont les protagonistes que le bouquin parodie un petit peu, pour pas dire complètement. Donc voilà, je vous le conseille vraiment pour 2 raisons. La première, c'est que vous allez vraiment côtoyer des salopards. Mais vraiment, ce sont des salopards du début à la fin et on ne va avoir accès qu'à leurs diatribes indigentes au possible, faites de grands mots surplombants. C'est absolument terrifiant. Et ensuite, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe politiquement dans notre pays et du glissement droitier qui s'opère notamment au Parti Socialiste, notamment après les événements de Charlie Hebdo et encore plus récemment la mort de Samuel Paty, dont on parlera la semaine prochaine pour la sortie du film L'Abandon, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, lisez Les derniers jours du Parti Socialiste d'Aurélien Bélanger. Donc voilà messieurs dames, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé quelque chose d'un peu plus intéressant ou des films plus intéressants à vous mettre sous la dent, parce que vraiment cette semaine c'est un petit peu, c'est la semaine avant Cannes, donc vraiment il n'y a rien de vraiment très pertinent qui sorte parce qu'ils gardent tous leurs cartouches pour ce qui va suivre. Mais la semaine prochaine on va avoir du très très lourd avec La Vénus électrique, L'Abandon dont je vous parlais avant, Obsession de Curry Barker qui a l'air absolument terrifiant, le Ashghar Farhadi, Histoire parallèle qui va sortir également. On va avoir beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. En tout cas, je serai au rendez-vous, j'espère que vous le serez aussi. Voir des films, c'est bien, en parler, c'est mieux. Bisous, bye, et à vendredi prochain.